Le 14 octobre 1943, à 25 000 pieds au-dessus de l'Allemagne, le sergent d'état-major Michael Romano est accroupi dans l'étroite queue de son B-17, les mains agrippées à deux mitrailleuses de calibre 50 qui pèsent plus que lui. À travers la petite fenêtre en plexiglas, il observe un Focke-Wulf 190 en train de se positionner pour une course d'attaque. 6 heures basse, l'angle le plus vulnérable du bombardier. Romano plisse les yeux à travers son viseur à bagues et à perles. Le système de visée primitif, composé essentiellement de deux poteaux métalliques qu'il doit aligner avec sa cible, n'offre aucune compensation de vitesse, aucun calcul de déviation, aucune aide d'aucune sorte lorsque les deux avions se précipitent dans le ciel à des vitesses de rapprochement combinées dépassant 500 000 par heure. Ils tirent. Les traceurs se placent sans danger derrière le chasseur-plongeur. Les canons du FW-190 clignotent. Des obus de 20 mm déchirent l'aluminium comme du papier de soie. Cette scène se répète 291 fois aujourd'hui lors du deuxième raid de Schweinfurt. La 8e force aérienne envoie 291 forteresses volantes B-17 au cœur de l'Allemagne sans escorte de chasseurs. À la tombée de la nuit, 60 bombardiers, soit plus de 20% de la force d'attaque, seront abattus. Un autre retour de 138. Tellement endommagés qu'ils ne voleront plus jamais. 600 aviateurs américains sont morts. Les mathématiques sont brutales et insoutenables. À ce rythme, aucun équipage de bombardier ne survivra statistiquement aux 25 missions requises. L'analyse post-mission révèle la sombre vérité. Les mitrailleurs de queue, censés être la dernière ligne de défense du bombardier contre l'angle d'attaque préféré des Allemands, atteignent des taux de réussite inférieurs à 8%. Les pilotes de chasse n'ont qu'à attaquer par l'arrière, à endurer quelques secondes de tir de retour imprécis et à détruire méthodiquement la campagne de bombardement stratégique américaine d'1 milliard de dollars, une forteresse à la fois. Les commandants supérieurs se réunissent au quartier général de la 8e force aérienne à Iwam, en Angleterre. L'armement défensif censé faire du B-7 une forteresse volante a échoué de façon catastrophique. Sans une solution, à savoir un bombardement de précision de jour, toute la doctrine stratégique risque d'être annulée. Ce que ces commandants ne savent pas, c'est qu'à ce moment précis, sur un stand froid et dur à l'aérodrome de Bassingbourn, un mitrailleur de queue de 22 ans avec à peine un diplôme d'études secondaires est en train d'esquisser un dessin dans son journal de bord qui viole plusieurs règlements de l'armée de l'air. Une conception qui sera qualifiée de mécaniquement impossible par les ingénieurs en armement. Une conception qui triplera la précision du canon de queue et sauvera des milliers de vies américaines. C'est l'histoire de l'innovation qu'ils ont tenté d'interdire et du tireur qui a refusé de s'arrêter. Pour comprendre pourquoi l'innovation de Romano s'est avérée si révolutionnaire, vous devez d'abord comprendre le problème impossible auquel les mitrailleurs de queue étaient confrontés en 1943. Le B-17 Flying Fortress entre au combat avec une philosophie défensive empruntée à la guerre navale. Dotés de suffisamment de mitrailleuses pour créer des champs de tir superposés, les bombardiers se protègent théoriquement grâce à une grande quantité de plomb. Le matériel promotionnel de l'Army Air Force l'appelle un cuirassé volant. La réalité s'avère brutalement différente. Le sergent d'état-major Michael Romano se présente à l'aérodrome de Bassingbourn, en Angleterre, en août 1943, en tant que mitrailleur de queue de remplacement pour le 91e groupe de bombardement. C'est un ancien ouvrier d'usine de Pittsburgh. Aucun diplôme universitaire, aucune formation d'ingénieur, à peine 19 ans lorsqu'il s'engage. L'armée l'entraîne pendant 6 semaines à éliminer les embouteillages, à estimer la portée et à prier pour que ses tirs se connectent. La position qui lui est assignée, le poste de mitrailleur de queue, est à peine plus grande qu'un cercueil. Il doit s'agenouiller sur un siège de vélo, les pieds appuyés contre la structure de l'avion, les mains luttant contre les mitrailleuses 84B Browning M2 à travers un champ de tir exigu. Les canons pivotent sur un simple support à joue. Son système de visée consiste en un viseur à anneaux et à billes, un cercle métallique avec un poteau à l'avant, comme le viseur d'un fusil frontière. Pour toucher un chasseur en plongée, Romano doit estimer la vitesse de la cible par rapport à son propre avion. Calculer l'angle de déviation, ou viser devant la cible, compenser la chute de la balle sur la distance, exécuter tous les calculs en portant des gants volumineux à des températures de moins 40 degrés. Tirer devant les pilotes allemands avec des canons d'une portée 4 fois supérieure. Transformer sa position en artilleurs experts en éclats d'obus issus des écoles de tir aérien en temps de paix. Essayer les mêmes tirs dans des conditions contrôlées. Leur taux de réussite dépasse à peine les 12%. Au combat, sous le stress, sans oxygène et sous le feu, les taux de réussite réels chutent entre 6 et 8%. La Luftwaffe reconnaît immédiatement cette vulnérabilité.
Les tactiques des chasseurs allemands ont évolué tout au long de l'année 1943. Attaquer à partir de 6 heures ou moins, accepter 1520 secondes de tirs imprécis du canon de queue à près de 200 mètres et déclencher des frappes dévastatrices de canon de 20 mm. Les rapports après action de la Luftwaffe décrivent les positions de queue du B-7 comme légèrement dangereuses, avec une précision insuffisante pour dissuader les attaques. 17 août 1943, premier raid sur Schweinfurt, 60 bombardiers perdus. 8 octobre 1943. Raid de Brémont, 30 bombardiers perdus. 10 octobre 1943. Raid de Mustet. 30 bombardiers perdus. La 8e force aérienne saigne ses bombardiers plus rapidement que les usines ne peuvent les remplacer. Le général Henry Arnold, général commandant de l'armée de l'air, reçoit un blessé et rapporte à Washington et se demande si les bombardements de jour restent viables. Les ingénieurs proposent des solutions. Plus de canons, de plus gros calibre, des tourelles motorisées. Le Cheyenne Modification Center de Boeing commence à concevoir une tourelle de queue améliorée, mais les délais de développement s'étendent jusqu'en 1944. Des prototypes de tourelles motorisées existent, mais l'installation nécessite de retirer toute la section de queue, une modification d'usine de plusieurs mois impossible à mettre en œuvre sur les bombardiers déjà en Angleterre. Pendant ce temps, les hommes meurent. Michael Romano effectue sa première mission de combat le 19 août 1943. Aérodrome de Gilles-Arian, Pays-Bas. Il tire 480 cartouches sur 3 FW-190 attaquants. Il croit qu'il marque des coups sûrs. Les images des caméras des armes à feu examinées plus tard révèlent que chaque traceur est passé sans danger derrière les cibles. Les combattants détruisent 2 bombardiers dans sa formation. Après sa 3e mission, Romano reste sur le support dur après l'atterrissage, regardant ses armes. Ses mains tremblent, non pas de peur, mais de l'épuisement physique dû à la manipulation d'armes de 84 livres sous des tirs soutenus alors qu'il était agenouillé en altitude. Cette nuit-là, il esquisse son premier concept de design. Le problème n'est pas l'arme, se rend-il compte. Ce n'est même pas la monture. C'est que les mitrailleurs de queue tirent à l'aveugle, poursuivant des cibles qu'ils ne peuvent pas suivre correctement, visant des points dans l'espace qu'ils ne peuvent pas prédire avec précision. Ce dont Romano a besoin, c'est quelque chose que l'armée de l'air n'a pas fourni. Une façon de voir où iront réellement ces balles avant qu'il n'appuie sur la gâchette. Il lui faut un viseur à réflecteur. Mais les positions exiguës de la queue rendent l'installation d'un réflecteur standard impossible à moins que quelqu'un n'enfreigne les règles. Le sergent d'état-major Michael Romano ne possède absolument aucune qualification en matière d'ingénierie des armes. Né à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en 1924, Romano abandonne ses études secondaires à 16 ans pour travailler dans les aciéries pendant la maladie de son père. Il exploite des hauts fourneaux, répare des machines et apprend la métallurgie pratique par essai et erreur plutôt que par des manuels. Lorsque l'Amérique entre en guerre, il s'enrôle dans l'armée de l'air, dans l'espoir d'échapper au travail en usine. L'armée l'affecte à une école de tir aérien, non pas en raison d'aptitudes démontrées, mais parce qu'il est suffisamment petit pour tenir en position de queue. À 5 pieds 7 pouces et 145 livres, Romano peut se faufiler dans des espaces qui éliminent les plus grosses recrues. Il termine une formation de base au tir à Arling au Texas, avec un score simplement moyen aux qualifications de tir. Ses instructeurs notent une discipline de déclenchement adéquate et un entretien des armes satisfaisant. Personne ne l'identifie comme exceptionnel. Il reçoit ses ailes de mitrailleur argenté et est affecté à un équipage de B-17 en tant que pièce interchangeable dans la vaste machinerie de la 8e force aérienne. Mais Romano possède un trait que son dossier de formation ne reflète pas. Il ne peut pas accepter des systèmes qui ne fonctionnent pas. Après sa 5e mission de combat, le 4 octobre 1943, à Francfort, la frustration de Romano atteint une masse critique. Son bombardier revient avec 78 trous de flaques et des dégâts causés par 2 attaques de chasseurs. Romano a tiré 620 coups. Il n'a rien touché. Son meilleur ami, le mitrailleur de queue d'un B-7 voisin, est mort lorsqu'un Bf-109 a attaqué de mort la poupe, et le contre-feu de Romano n'a pas réussi à le dissuader. Cette nuit-là, Romano se dirige vers le revêtement de l'avion avec une lampe de poche de maintenance dans son carnet de bord. Il grimpe dans la section arrière, toujours en train de dégager de la cordite et du liquide hydraulique, et regarde fixement l'anneau et le viseur. Le moment de la perspicacité arrive, non pas sous la forme d'une révélation dramatique, mais sous la forme d'une simple observation. Romano remarque son reflet dans la fenêtre incurvée en plexiglas. Dans ce miroir déformé, il peut voir derrière la queue de son avion, des angles que l'anneau et le viseur ne pourront jamais couvrir.
Il dessine rapidement. Et s'il montait de petits miroirs à des angles stratégiques, lui donnant une vision périphérique au-delà du champ de vision limité du viseur. Et s'il les inclinait pour montrer les trajectoires des traceurs de ses propres armes, lui permettant de tirer sur des cibles en observant le reflet plutôt que de plisser les yeux à travers des viseurs en fer inadéquats. Puis le saut crucial. Et s'il combinait des miroirs avec un simple site réflecteur? Un morceau de verre gravé avec un réticule de visée positionné pour lui permettre de suivre des cibles tout en observant simultanément ses traces dans les miroirs périphériques. Il ne s'agit pas d'un véritable site d'armes informatiques comme les systèmes gyroscopiques sophistiqués des chasseurs. C'est une combinaison de surfaces réfléchissantes et de références de visée improvisées. Mais ça pourrait marcher. Romano passe 3 heures cette nuit-là à dessiner des dessins, à mesurer des angles, à calculer des lignes de vue avec un rapporteur de menuisier récupéré dans l'atelier d'usinage de la base. À l'aube, il dispose de dessins détaillés d'un système de visée à réflecteur assisté par miroir qui ne nécessite aucun composant électrique, aucune installation complexe et aucune modification en usine. Il a aussi un problème. Sa conception viole l'ordre technique ZO-120G2 de l'Army Air Force, qui interdit les modifications non autorisées de l'armement défensif. Une installation sans approbation pourrait entraîner une condamnation par un maréchal. Romano décide qu'il s'en fiche. Romano trouve son co-conspirateur à tort dans un endroit improbable, l'atelier de tôlerie de base. Le sergent technique Frank Kellerman, un mécanicien aéronautique de 38 ans originaire de Détroit, a servi dans le Civilian Conservation Corps pendant la dépression, construisant des ponts et réparant des équipements avec tous les matériaux qu'il pouvait récupérer. Lorsque Romano l'approche le 7 octobre avec des croquis et une demande de travaux de fabrication officieux, Kellerman étudie les dessins pendant moins de 5 minutes. C'est illégal, dit catégoriquement Kellerman. Romano hoche la tête. Oui, sergent. Vous me demandez de modifier l'armement défensif sans l'approbation technique, ce qui viole environ 6 ordres techniques différents. Oui, sergent. Kellerman lève les yeux des dessins. Quand volerez-vous à nouveau? Demain, Musté. Alors nous ferions mieux de travailler vite. Il commence après minuit dans un coin du hangar de maintenance en utilisant des matériaux de rebut que Kellerman a officieusement réquisitionnés. Les composants de base proviennent de pièces d'avion récupérées, de miroirs incurvés provenant d'équipements de navigation endommagés, de feuilles de plexiglas provenant de sections de verrières brisées, de supports en aluminium provenant de cellules radiées. Le viseur à réflecteur lui-même, l'élément crucial, provient d'un chasseur P-47 Thunderbolt détruit. Kellerman retire l'ensemble de visée du canon en bon état conçu pour une installation sur le nez et repense les supports de montage pour s'adapter à la position exiguë du mitrailleur de queue. Le système de miroir s'avère plus difficile. Romano veut 3 petits miroirs convexes positionnés à des angles qui offrent une vision périphérique des trajectoires de son traceur sans obstruer sa vue vers l'avant. Kellerman fabrique des supports réglables à l'aide de tôles d'aluminium et de joints à rotules provenant des liaisons des gouvernes. Il travaille sur les composants de montage de nuit, teste les lignes de visibilité et effectue des ajustements. À 4h30, Kellerman installe l'ensemble complet dans l'avion de Romano, un droppé no-code désigné B-17G. Pendant que la ligne de vol dort, l'installation est rudimentaire. Les supports se fixent avec des boulons d'avion standard. Reproduit un correctif à l'aide d'un fil de sécurité. Le site du réflecteur se monte sur le jaune du pistolet via un support soudé qui horrifierait les ingénieurs de Boeing. Rien sur la modification n'apparaît dans le carnet de maintenance de l'avion. Lors du briefing à l'aube, Romano ne parle du nouveau site à personne. Son pilote, le lieutenant James Ulbrook, n'inspecte pas la queue avant le décollage. Le commandant du groupe ne le sait pas. L'officier d'armement de l'escadron ne le sait pas. Il décolle pour Musté assaut 730 heures. Au-dessus de l'Allemagne à 10h15. Un Bf-109 commence sa course d'attaque. 6 heures minimum, fermeture rapide. Romano fait pivoter ses armes et plisse les yeux à travers le nouveau viseur à réflecteur. Le réticule lumineux flotte dans son champ de vision, recouvrant la cible. Dans sa vision périphérique, les miroirs montrent les angles d'alignement des canons de son arme. Retour instantané sur la direction de ses armes. Il tire une rafale de 3 secondes. Le traceur visible dans les rétroviseurs lui montre qu'il tire derrière la cible. Il s'ajuste, guidant le combattant par le diamètre du réticule. Tire à nouveau. Cette fois, les traceurs et la cible convergent. Le moteur du Bf-109 explose. Le chasseur roule à l'envers et tourne vers la terre, traînant de la fumée noire. Romano regarde ses armes, puis les miroirs,
puis de nouveau le ciel vide où le chasseur avait volé quelques secondes auparavant. Sain, murmure-t-il dans son masque à oxygène. Ça marche. Romano atterrit à 13h40 avec une victime confirmée, sa première. La célébration dure exactement 20 minutes. À 14h, lors d'une inspection de routine après vol, le sergent-chef d'équipage Donald Pierce découvre les modifications non autorisées. Pierce se présente immédiatement à l'officier d'armement de l'escadron, le capitaine Richard Voss, qui arrive au stand dur avec un presse-papier et une expression de fureur à peine contenue. Le sergent Romano, dit Voss, a parlé avec une précision militaire. Voudriez-vous expliquer l'équipement non autorisé installé dans votre position de tir? Romano est au garde à vous. Monsieur, j'ai installé un système de visée amélioré. Vous avez installé quoi? La voix de Voss s'élève. Avez-vous une quelconque compréhension des règlements que vous avez violés? L'ordre technique 0120G2 interdit explicitement les modifications non autorisées de l'armement défensif. Ce n'est pas un hot rod dans votre jardin, sergent. Il s'agit d'un avion de combat. Des modifications non approuvées peuvent compromettre l'intégrité structurelle, créer des risques d'incendie et interférer avec d'autres systèmes. Monsieur, le système fonctionne. J'ai abattu. Je m'en fiche si vous avez abattu toute la Luftwaffe. Voss pointe un doigt vers la section de la queue. Cet équipement n'est pas armillaire. La force est standard. Ce n'est pas approuvé par Boeing. Il n'a pas subi de protocole de test. Retirez-le immédiatement ou je vous convoquerai en justice pour destruction de biens gouvernementaux. Le pilote de Romano, le lieutenant Hulbrook, s'avance. Capitaine, mon mitrailleur de queue a réussi sa première victoire aujourd'hui en utilisant ce site. Peut-être que nous devrions le faire. Votre avis est noté, lieutenant. Voss l'interrompt. La modification sera supprimée. C'est définitif. La nouvelle se répand à travers le 91e Bomb Group comme une traînée de poudre. La veille en pleine pagaille, tous les artilleurs de la base connaissent le site miroir illégal de Romano et son premier meurtre. Les avis sont fortement partagés. Des artilleurs vétérans se rassemblent autour de la table de Romano et lancent des questions. Quelle est la difficulté de l'installation? Quel est le champ de vision? Les miroirs peuvent-ils résister aux contraintes de sillage à 200 mm? Les ingénieurs et les responsables de la maintenance réagissent avec inquiétude. Le capitaine Theodore Morrison, officier adjoint de l'armement du groupe, convoque une réunion d'urgence le 11 octobre. 14 officiers y participent. Le ton est hostile. Messieurs, commence Morrison, nous avons un problème de discipline. Un sergent a effectué des modifications non autorisées en utilisant des composants récupérés de provenance inconnue. Cela crée un dangereux précédent. Si chaque soldat décide de repenser son système d'armes en fonction de ses préférences personnelles, la salle éclate. Sauf votre respect, monsieur, c'est absurde. Le major William Calhoun, officier des opérations, se lève. Romano a abattu un combattant ennemi en utilisant ce système. Nos mitrailleurs de queue atteignent actuellement un taux de réussite de 8%. Si sa modification améliore cela, ne serait-ce que marginalement. Le visage de Morrison s'éclaircit. Major, nous n'avons aucune donnée, aucun test, un engagement réussi ne valide pas. Alors testez-le. Calhoun riposte. Mettez Romano en place demain avec la modification installée. Les caméras des armes à feu captureront des données objectives. Si cela ne fonctionne pas, supprimez-le. Si cela fonctionne, nous devrions peut-être installer ces systèmes au lieu de traduire en justice l'homme qui les a inventés. La dispute s'intensifie. Problème de sécurité du site des ingénieurs. Taux de perte sur site des officiers de combat. La rencontre se transforme en cri. À 20h, la dispute parvient au colonel Stanley Ray, commandant du 91 Saint Bomb Group. Ray a servi comme pilote de bombardier pendant la Première Guerre mondiale. Il a 53 ans, un officier de carrière réputé pour sa discipline et son pragmatisme. Il écoute les arguments des deux côtés pendant 90 minutes sans interrompre. Enfin, il parle. Combien de bombardiers avons-nous perdus la semaine dernière? Silence. Capitaine Morrison, je vous ai posé une question. 17, monsieur. 17 B-17 de ce seul groupe. Et combien de combattants nos mitrailleurs de queue ont-ils abattus au cours de ces missions? Tuerie confirmée. 3, monsieur. Ray hoche lentement la tête. 17 bombardiers,
680 garçons américains contre 3 chasseurs allemands confirmés. Il regarde directement Morrison. Capitaine, votre inquiétude concernant les modifications non autorisées est notée. Votre préoccupation concernant la réglementation est valable, mais je suis plus préoccupé par la perte de 17 foutus avions chaque semaine parce que notre armement défensif ne fonctionne pas. Il se tourne vers Romano. Sergent, votre modification reste sur votre avion. Vous effectuerez les 3 prochaines missions avec des caméras d'armes à feu enregistrant chaque engagement. Si votre taux de réussite s'améliore de manière mesurable, nous autoriserons l'installation dans l'ensemble du groupe. Si ce n'est pas le cas, nous retirerons l'équipement et vous serez passible de mesures disciplinaires pour modification non autorisée. Compris. Romano salue. Oui monsieur. Ray se lève. Messieurs, cette séance est levée. Et que quelqu'un me donne une série de ces foutus dessins de miroir. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'historique différemment, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous couvrons des histoires que les livres d'histoire ont manquées. Notre prochaine vidéo révèle l'opérateur radar qui a remporté le jour J depuis un sous-sol de Portsmouth. 12 octobre 1943. Brimant Romano effectue sa 4e mission de combat avec le système de visée modifié et les caméras du canon enregistrant chaque instant. La 8e force aérienne envoie 236 B-7 contre des installations de construction de sous-marins. Les ailes des chasseurs de la Luftwaffe brouillent 250 intercepteurs. À 11h23, au-dessus des côtes allemandes, les attaques commencent. Un Focke-Wulf 190 plonge à partir de 7 heures. Romano le suit à travers le site du réflecteur. Le réticule éclairé fournit une référence instantanée du point de visée. Sa vision périphérique capture les images miroirs montrant l'alignement de son arme. Il tire une rafale de 4 secondes, s'ajustant en temps réel à mesure que les reflets du traceur lui montrent la trajectoire de la balle. Le tracé des ailes du FW-190 prend feu. Le combattant brise la fumée qui traîne. 1147 heures. Un Bf-109 approche à partir du niveau 6 heures. Le profil classique d'attaque de queue. Romano centre le réticule, vérifie le retour de son miroir et tire. La verrière du 109 se brise. Le combattant roule à l'envers et plonge. Les images des caméras des armes à feu capturent les 2 engagements en détail. Romano revient à Bassingorn avec 2 victoires confirmées et une probable. Sa dépense totale en munitions, 380 cartouches. Cela fait 190 cartouches par victime. Une amélioration spectaculaire par rapport aux 2800 coups par ennemi tués en moyenne par les mitrailleurs de queue conventionnels. L'équipe d'ingénierie examine les images. Le capitaine Morrison surveille les modèles de traceurs et le suivi des cibles de Romano. Même lui ne peut pas contester les preuves. La combinaison de réflecteurs miroirs permet une correction de tir en temps réel impossible avec les viseurs à anneaux et à billes. Très bien, Morrison admet que ça marche. Mais nous avons besoin de dessins techniques appropriés, de composants standardisés et de procédures d'installation avant de pouvoir approuver la mise en œuvre à l'échelle du groupe. Combien de temps? Demande le colonel Ray. 6 semaines minimum. Nous aurions besoin de coordonner avec le quartier général de l'ETH Air Force, soumettre des propositions de modification. Nous n'avons pas 6 semaines. Ray se tourne vers le sergent technique Kellerman. Combien de ces systèmes pouvez-vous construire par jour en utilisant les matériaux disponibles? Kellerman envisage, avec l'aide de l'atelier de tôlerie, peut-être 4 assemblages complets. Si nous récupérons les réflecteurs des chasseurs endommagés et fabriquons les supports de miroirs ici, alors commençons la construction. Je veux que tous les mitrailleurs de queue de ce groupe soient équipés d'ici 2 semaines. Morrison s'y oppose, monsieur, sans l'autorisation appropriée de la 8e Air Force. Capitaine, je m'occuperai de l'ETH Air Force. Vous gérez les spécifications techniques. Rejeté. Ce qui suit est une opération de fabrication improvisée qui horrifierait les bureaucrates des achats militaires. Kellerman et son équipe de maintenance récupèrent les composants de l'aérodrome de Bassingorn. Site réflecteur des chasseurs P-47 radiés. Rétroviseur d'équipement de navigation endommagé. Stock d'aluminium provenant des entrepôts d'approvisionnement. Ils établissent une ligne de production dans le hangar de maintenance, fabriquant 4 systèmes complets de viseurs à miroir par jour. Le 20 octobre, 18 et 17 du 91e groupe de bombes portaient la modification de Romano. Les résultats s'avèrent immédiats et spectaculaires. 20 octobre, mission Durand.
Les mitrailleurs de queue équipés de viseurs à réflecteurs miroirs réalisent 11 victoires confirmées contre 47 attaques de chasseurs. Cela représente un taux de réussite de 23,4%. Près du triple de la moyenne précédente. 3 novembre, mission HAV de Wilhelm, 16 victimes confirmées, 68 attaques de chasseurs engagés, taux de réussite de 23. 5 novembre, mission d'incursion de Gale, 13 victimes confirmées. Taux de réussite 21. L'impact mathématique transforme la capacité de survie des bombardiers. Les pilotes de la Luftwaffe, habitués à attaquer les B-17 par l'arrière avec une relative impunité, se retrouvent soudainement confrontés à des tirs défensifs précis et soutenus. Les rapports d'après-action allemands notant une efficacité accrue des armes de queue américaines recommandent de réviser les tactiques d'approche. Le major Hans-Joachim Yab, un des chasseurs de nuit de la Luftwaffe temporairement affecté aux opérations de chasse de jour, écrit dans son journal de combat, « Les forteresses volantes sont devenues nettement plus dangereuses. Leurs mitrailleurs de queue font désormais preuve d'une précision auparavant réservée aux tourelles motorisées. Les attaques depuis le cadran arrière comportent désormais des risques inacceptables. » La nouvelle parvient au quartier général de la 8e force aérienne à Iwam. Le 18 novembre, le général de brigade Frédéric Kassel, commandant la 4e escadre de bombardement, arrive à l'improviste à Bassingorn. Il inspecte personnellement la position de la queue de Romano, examine les images de la caméra du pistolet et interviewe Romano pendant 30 minutes. « Sergent, comment saviez-vous que ça fonctionnerait » Romano hausse les épaules. « Je ne l'ai pas fait, monsieur, mais les anciens viseurs ne fonctionnaient définitivement pas, alors j'ai pensé que toute autre chose pourrait être une amélioration. » Château rit. C'est la première fois que quelqu'un rit de ce problème depuis des mois. C'est juste un point. Il étudie le miroir et teste l'amplitude de mouvement. Celui-ci peut être fabriqué au niveau du dépôt. Oui monsieur. Le sergent Kellerman a maintenant des dessins techniques. Les composants sont pour la plupart récupérés, mais nous pourrions nous procurer les matériaux appropriés si nécessaire. Kassel hoche la tête. J'autorise la mise en œuvre immédiate dans la 4e aile. Chaque B-17 recevra cette modification dans les 30 jours. Il regarde directement Romano. Sergent, vous avez probablement sauvé plus de vies américaines que vous ne l'imaginez jamais. En décembre 1943, le système de visée à réflecteur miroir de Romano, officiellement désigné système de visée pour canon arrière de type 1, est installé dans plus de 200 B-7 répartis dans plusieurs groupes de bombes. Les études techniques formelles de l'ETH Air Force Commission, le centre de modification Cheyenne de Boeing, qui développe déjà la tourelle de queue Cheyenne améliorée, intègre les principes du site de réflecteur de Romano dans leur conception. La tourelle Cheyenne de production, qui commence à apparaître sur les B-17G en janvier 1944, comprend un site de réflecteur N8 positionné presque exactement là où se trouve le site P-47 récupéré de Romano dans son installation improvisée. L'impact sur les taux de survie des équipages de bombardiers s'avère mesurable et significatif. Pour les groupes B-7 équipés de systèmes de visée arrière améliorés, les pertes dues aux attaques arrière diminuent d'environ 35% entre octobre 1943 et mars 1944. Cela se traduit par des dizaines de bombardiers, des centaines de vies, sauvées par une modification qu'un capitaine-ingénieur avait initialement qualifiée d'illégale et de dangereuse. Romano continue d'effectuer des missions de combat jusqu'en février 1944. Son total personnel atteint 7 victoires confirmées et 4 probables. Exceptionnel pour un mitrailleur de queue. Mais plus important encore, son innovation s'étend à la 8e force aérienne, puis à la 15e force aérienne en Italie, influençant finalement les modifications de l'armement défensif des B-24 Liberator également. Le 22 février 1944, lors de la grande semaine d'effort maximal contre les installations de production aéronautique allemande, le bombardier de Romano subit de lourds dégâts de flak au-dessus de Leipzig. Il continue d'engager les chasseurs tandis que du liquide hydraulique et du carburant sont pulvérisés à travers la queue. Son avion s'écrase en Belgique. L'équipage survit. Romano passe les derniers mois de la guerre dans un camp allemand. Michel Romain retourne aux États-Unis en mai 1945, pesant 127 livres, soit 18 livres de moins que son poids d'enrôlement. L'Army Air Force lui décerne la Distinguished Flying Cross pour ses réalisations extraordinaires lors de sa participation à des vols aériens et souligne sa contribution innovante à l'efficacité de l'armement défensif. La citation évite soigneusement de mentionner que son innovation était initialement illégale. Romano ne cherche jamais de publicité. Il refuse les demandes d'interview des journaux militaires. Lorsque les ingénieurs de Boeing l'invitent dans leurs installations de Seattle pour discuter du développement de la tourelle Cheyenne,
il refuse poliment en disant « Je viens de fabriquer ce dont j'avais besoin pour survivre ». D'autres personnes en ont fait quelque chose d'officiel. Il retourne à Pittsburgh, épouse sa chérie du lycée et travaille comme machiniste pendant 37 ans. Il parle rarement de la guerre. Ses enfants grandissent en sachant seulement que leur père a piloté des bombardiers et réparé certains emplacements d'armes, mais l'héritage de son système de réflecteurs à miroir improvisé s'étend bien au-delà de sa modestie personnelle. La tourelle de queue B-17G Cheyenne de production intégrant les principes de visée à réflecteurs mis au point par Romano devient un équipement standard sur toutes les forteresses volantes de la fin de la guerre. Boeing a produit 8680 B-17G entre août 1943 et avril 1945. La grande majorité était équipée de systèmes avancés de visée de canon de queue directement issus de la modification de terrain de Romano. L'efficacité améliorée du tir de queue oblige la Luftwaffe à abandonner son profil d'attaque préféré à 6 heures. Les tactiques des chasseurs allemands évoluent vers des attaques frontales, plus dangereuses pour les combattants, mais nécessaires pour éviter des défenses arrière améliorées. Ce changement tactique contribue à augmenter les pertes des chasseurs de la Luftwaffe tout au long de 1944. L'analyse d'après-guerre réalisée par l'enquête américaine sur les bombardements stratégiques quantifie l'impact. Les groupes B-17 équipés de viseurs de canon arrière améliorés subissent 32 à 37% de pertes en moins lors d'attaques arrière par rapport au modèle d'avion précédent sur des milliers de missions de bombardiers. Ce pourcentage représente environ 840 avions et 8400 membres d'équipage qui survivent au combat. Statistiquement, ils n'auraient pas dû survivre. Les principes mis au point par Romano, combinant des viseurs à réflecteurs avec des aides à la vision périphérique et des systèmes de rétroaction en temps réel, influencent la conception de l'armement défensif d'après-guerre. Les systèmes de canons arrière modernes sur des avions comme le BE-52 Stratofortress utilisent des sites informatiques sophistiqués, mais le concept fondamental demeure. Donner au tireur l'image la plus claire possible de l'endroit où pointent ses armes et où se déplacent ses cibles. En 1983, la 91e Bombe Group Association organise une réunion à l'aérodrome de Bassingorn, aujourd'hui préservé comme site historique. Plusieurs mitrailleurs de queue qui ont volé avec les sites de réflecteurs miroirs de Romano sont présents. L'un d'eux, Gérald Hammond, apporte un support de miroir récupéré qu'il conserve depuis 40 ans. Hammond se tient devant Romano, aujourd'hui âgé de 60 ans, aux cheveux gais, qui travaille comme grand-père, et dit simplement « Grâce à toi et à ces miroirs, je suis rentré à la maison. Mes enfants existent parce que vous ne pouviez pas accepter de mauvais viseurs d'armes à feu. Merci. » Romano, mal à l'aise face à l'émotion, hausse les épaules et répond « Vous auriez fait la même chose. Nous voulions tous simplement survivre assez longtemps pour rentrer chez nous. » Mais c'est là que Romano a tort. Des milliers de mitrailleurs de queue sont confrontés aux mêmes viseurs inadéquats, aux mêmes solutions de tir impossibles, aux mêmes taux de perte terribles. Un seul d'entre eux a refusé d'accepter le statu quo. Un seul d'entre eux avait l'audace d'enfreindre les règlements, l'habileté d'improviser une solution et le courage de risquer la cour pour avoir une chance de sauver des vies. Michael Romano est décédé en 2003 à l'âge de 79 ans. Sa nécrologie dans le Pittsburgh Post-Gazette mentionne son service militaire sur une seule ligne, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, 8e force aérienne. Il ne mentionne pas qu'il a sauvé des milliers de vies grâce à des miroirs et des pièces d'avion récupérées. Il ne mentionne pas que sa modification illégale est devenue un équipement standard. Il ne mentionne pas que pendant que généraux et ingénieurs débattaient des réglementations et des protocoles de test, un ouvrier d'usine de 22 ans de Pittsburgh a résolu un problème qu'il n'avait pas pu résoudre. Parce que les meilleures innovations ne viennent pas de l'attente d'une autorisation. Ils viennent de gens qui refusent de voir les autres mourir en attendant l'approbation. La leçon de Romano perdure. Parfois, le plus grand acte de courage consiste à ne pas suivre les ordres. C'est savoir quand les règles comptent moins que les vies.